Si chez votre patient, vous suspectez à l'interrogatoire ou à l'examen clinique un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, un certain nombre d'examens vont vous permettre d'en faire le diagnostic. Bien sûr, hein, comme nous l'avons vu, si vous trouvez que votre patient présente peut-être un surpoids, qu'il a peut-être que c'est un homme de la cinquantaine, euh, s'il vous explique qu'il a une tendance à ronfler la nuit, enfin, si son partenaire voit entend qu'il ronfle, s'il vous informe qu'il a un sommeil qui n'est pas réparateur, s'il se réveille plusieurs fois la nuit, s'il se réveille fatigué, euh, on peut suspecter assez facilement une apnée obstructive du sommeil. Cette probabilité sera d'autant plus importante qu'à l'examen clinique, vous reconnaissez un patient rétrusif avec une rétromaxillie, une rétromandibulie et a fortiori si votre patient présente une classe 2 squelettique et si c'est un respirateur buccal. L'examen le plus important qui permet d'établir un diagnostic de certitude, c'est l'enregistrement polysomnographique du sommeil. C'est un examen qui se déroule pendant une nuit complète, à l'hôpital ou en clinique, sous contrôle médical. Et sont placés un certain nombre de capteurs qui vont déterminer un minimum de 7 activités importantes qui rentrent dans la physiopathologie de l'apnée obstructive du sommeil. Les activités qui vont être étudiées sont les suivantes. Vous avez l'activité cérébrale avec l'EEG, l'électroencéphalogramme, qui permettent de savoir un petit peu comment se déroule le sommeil. L'activité cardiovasculaire, en particulier par l'intermédiaire de l'électrocardiogramme et de la prise de la tension artérielle. Nous l'avons vu, l'apnée a un certain nombre de conséquences sur le système cardiovasculaire, donc c'est important d'en faire un diagnostic et de voir quelles conséquences il y a pendant la nuit. Nous avons aussi des capteurs qui permettent de déterminer l'activité musculaire, avec en particulier des muscles thoraciques, car si votre patient présente une apnée et qu'on peut noter que pendant ces apnées, votre patient fait un effort pour chercher à respirer, ça veut dire que l'apnée est vraisemblablement obstructive et qu'elle n'est pas d'origine centrale. En même temps, si le patient bouge beaucoup les jambes la nuit, ça peut évoquer un certain nombre de diagnostics différentiels avec le syndrome des jambes sans repos. Bon, c'est important également. Enfin, vous avez la possibilité de mesurer l'activité oculaire avec l'électro-oculogramme qui permet de vérifier à quel stade du sommeil vous êtes, si votre patient présente des apnées obstructives du sommeil. Les capteurs les plus importants sont des capteurs qui vont être placés au niveau du nez et de la bouche afin de déterminer s'il y a une diminution du flux ou une interruption du flux respiratoire. Et c'est ce qui va véritablement déterminer le diagnostic à partir d'un index qu'on appelle l'index d'apnée-hypopnée. À partir du moment où le patient adulte a plus de 5 apnées ou hypopnée, si ce qu'on appelle l'IAH est supérieur ou égal à 5, on peut considérer que le diagnostic d'apnée obstructive du sommeil est posé. Et entre 5 et 15, l'apnée est considérée comme légère, selon les normes américaines. Entre 15 et 30, elle est considérée comme modérée. Et au-delà de 30, on parle d'apnée sévère. Chez l'enfant, l'IAH doit être à 0. On ne doit pas faire d'apnée du tout. Tout comme il n'est pas normal qu'un enfant ronfle, ça veut dire qu'il a forcément une pathologie. Et l'adulte comme l'enfant doit respirer par le nez et non pas par la bouche. Enfin, ça c'est un aparté, et enfin vous avez un capteur qui mesure la saturation en oxygène, qui permet de voir les conséquences d'une éventuelle apnée obstructive du sommeil. Vous avez le petit frère de l'enregistrement polysomnographique du sommeil, c'est la polygraphie ventilatoire, qui est un examen qui est réalisé en ambulatoire, où vous avez
un peu moins de paramètres, mais suffisamment de paramètres pour faire un diagnostic. Je ne les reprends pas, puisque ce sont globalement les mêmes. Et là aussi, la polygraphie ventilatoire va donner un index d'apnée-hypopnée. Ce sont donc les deux examens les plus importants. Mais j'attire votre attention sur le fait que si au cabinet, à votre cabinet, vous remarquez lors de la réalisation d'une téléradiographie de profil, lors de la réalisation d'un cone-beam ou d'un scanner maxillofacial pour étudier les axes dentaires, si vous remarquez la présence d'un rétrécissement des voies aériennes ou d'une diminution du volume des voies aériennes de façon tridimensionnelle, un certain nombre d'études ont montré qu'il y avait alors dans ce cas une augmentation de la probabilité que votre patient présente une apnée obstructive du sommeil. Bien évidemment, si vous, au cours de l'examen clinique, et que cet examen clinique est conforté dans votre diagnostic sur les examens radiologiques et que votre patient présente une rétromaxillie, une rétromandibulie et a fortiori une clasure squelettique, bien évidemment, là aussi, nous avons une probabilité plus importante d'apnée obstructive du sommeil. Et donc, il faudra prendre en compte ce paramètre lors de la prise en charge orthodontique à la demande, bien sûr, du patient qui vient vous consulter. Voilà.